Nous avons le plaisir, j'y reviens, de recevoir ce matin au sein de notre commission M. Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d'investissement BPI France. Je rappelle que BPI France a été créé en 2012 à l'issue d'un rapprochement entre ses trois prédécesseurs, Oseo, CDC Entreprises et le Fonds stratégique d'investissement, et est une banque détenue à part égale par l'État et la Caisse des dépôts. Elle a pour rôle, en appui des politiques de l'État et des régions, de financer et d'accompagner les entreprises dans leurs projets de développement, de transition écologique et énergétique, d'innovation, ainsi que pour leurs activités internationales. BPI France assure également pour le compte de l'État les financements à l'export des entreprises qui peuvent se tourner vers une cinquantaine d'implantations régionales BPI France. Elle emploie 3500 collaborateurs et a en 2023 injecté 63 milliards d'euros dans l'économie française, réalisant cette même année un résultat net estimé à 1,1 milliard d'euros. Vous-même, M. Dufourcq, après avoir travaillé au sein du ministère de l'économie et des Finances, vous avez exercé des responsabilités dirigeantes au sein de grandes entreprises, notamment France Télécom à partir de 1994 et Capgemini à partir de 2003. Avant de vous céder la parole pour une quinzaine de minutes, je souhaiterais vous poser quelques premières questions. Comment BPI France réoriente-t-elle sa stratégie d'investissement dans le contexte économique observé depuis 2023, qui est marqué par un resserrement financier et une forte baisse de l'inflation, mais aussi par une concurrence internationale plus difficile, notamment dans l'industrie? Quels ajustements ont été engagés dans la gouvernance ou les outils internes de BPI France pour améliorer le suivi des risques et celle de la pertinence et de la rentabilité des investissements effectués? Comment BPI France mesure-t-elle l'impact économique réel de ces interventions en allant au-delà des données financières classiques pour bien prendre en compte à la fois les créations d'emplois, la productivité, l'effort d'innovation, la préservation et le développement des sites de production ou encore les effets d'entraînement sectoriel? Quelles sont les priorités actuelles de BPI France pour renforcer la montée en puissance des PME et ETI industrielles ainsi que des start-up françaises pour leur permettre de rester compétitives par rapport à la concurrence étrangère, notamment d'entreprises non européennes? Quel retour pouvez-vous tirer des dispositifs d'accompagnement à la réindustrialisation et quelle marge d'amélioration identifiez-vous alors qu'un nombre plus élevé d'entreprises industrielles connaissent actuellement des difficultés? Enfin, BPI France entend-elle mener un effort particulier en faveur des entreprises industrielles et technologiques les plus essentielles à la protection des intérêts nationaux et de la souveraineté européenne, que ce soit dans le domaine du numérique, de l'intelligence artificielle, de la défense des technologies quantiques ou encore de la santé et des biotechnologies? Monsieur le directeur général, je vous remercie par avance de vos explications et de vos éclairages et je vous cède bien volontiers la parole et à vous seul. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais essayer d'orienter mes 15 minutes sur vos questions. Peut-être pour rappeler donc, que BPI France est une grande banque de l'industrie, puisque c'est le sujet central de la matinée. Elle l'a été de longue date et elle l'est de plus en plus. Nous couvrons aujourd'hui à peu près 55% des PME industrielles françaises et nous nous sommes fixés comme objectif de monter de 55 à 65%. Couvert par nous, c'est-à-dire qu'elles nous connaissent et nous leur avons proposé soit un crédit, soit des fonds propres, soit des prestations de conseil, puisque BPI France est devenue une entreprise de conseil aux PME de taille critique, j'ai envie de dire, et probablement le premier cabinet de conseil aux PME français aujourd'hui. Donc l'industrie est absolument centrale. Nous avons l'ensemble de nos métiers mobilisés sur le sujet. Je rappelle quels sont nos métiers. Le premier, c'est le crédit, et nous faisons 20 milliards d'euros de crédit par an. 10 milliards d'euros de crédit à long terme et 10 milliards d'euros de crédit à court terme. Et sur le crédit, l'industrie représente plus que sa part dans le PIB naturellement. Donc elle représente à peu près 15% de nos expositions. Ensuite, nous avons les fonds propres. Et sur les fonds propres, donc nous, en actifs sous gestion, qui est l'indicateur retenu usuellement, nous sommes à peu près à 60 milliards d'euros. Et sur les 60 milliards d'euros, l'industrie représente une proportion beaucoup plus considérable que la proportion de l'industrie dans le PIB français, qui est de 10%. Nous sommes actionnaires de beaucoup de grands groupes industriels et de beaucoup de PME industrielles françaises. Les grands groupes industriels dont nous sommes actionnaires, je vous les rappelle, je pense que c'est utile. Il y a Stellantis, et je suis membre du conseil d'administration. Il y a ST Microelectronics, et j'en suis le président du conseil d'administration. Il y a Soitec, il y a Technip, il y a Constellium, il y a Veralia,
Il y a SEB, il y a Alstom, Arkema, EssilorLuxottica. Vous voyez, ça fait quantité de très grandes marques de l'industrie française. Nous partageons un peu le travail, si je puis dire, avec notre actionnaire à 49%, l'Agence des participations de l'État, qui, de son côté, est actionnaire des industries de défense. Safran, Thales, Airbus, naturellement, et puis, naturellement, également les grands services publics, SNCF, EDF, etc. Voilà. S'agissant des PME, notre portefeuille direct de PME représente pratiquement 200 entreprises, au conseil d'administration desquelles nous sommes. Donc, nous sommes le premier investisseur dans les PME françaises. Et nous avons une activité fonds de fonds qui est très importante, puisque nous injectons dans les fonds privés français 1,7 milliard d'euros par an. Et il s'agit, grosso modo, de 200 équipes. Et sur ces 200 équipes, il y en a 100 qui font du capital investissement dans les territoires et qui font essentiellement de la PME industrielle. Donc sur le total du portefeuille de ces fonds privés que nous finançons représente à peu près 5000 entreprises. Donc sur ces 5000 entreprises, vous pouvez considérer, il y a beaucoup de start-up bien entendu, puisque c'est beaucoup de capital risque, mais vous pouvez considérer que sur les 5000 entreprises, il y a un minimum de 1000 PME industrielles. Voilà. Donc l'infrastructure de maillage qui permet de faire ruisseler nos capitaux vers l'économie française, elle est construite maintenant, il a fallu des années. Elle continue de s'améliorer, bien entendu, puisque nous finançons chaque année de nouvelles équipes de fonds privés qui viennent sur le marché et qui vont déployer ces capitaux dans les territoires, parfois sur de nouvelles thèses, des équipes spécialisées sur le quantique, des équipes spécialisées sur la défense, etc. S'agissant de la défense, j'en profite pour faire une petite remarque. Donc nous travaillons activement avec la Direction générale de l'armement sur la couverture de la BITD. Donc la Direction générale de l'armement nous donne de plus en plus d'informations sur la composition même de la BITD, ce qui nous permet, nous, d'orienter notre porte-à-porte de masse, qui est celui qui fait notre vie quotidienne, c'est-à-dire nos collaborateurs. En fait, on est un peu plus que 3500 maintenant, on a bien grandi. On est 1000 de plus, on fait 4500. Et donc, on a des collaborateurs sur le terrain qui, toujours dans leur voiture, vont voir les entrepreneurs et vont voir en particulier les entrepreneurs de la BITD. Nous avons publié plusieurs études récentes sur les besoins de financement de la BITD, sur la construction progressive d'un tissu de PME industriel intéressé par la défense, etc. Voilà. Donc ça, c'est la BPI d'aujourd'hui. Le plan stratégique a été validé par notre conseil d'administration en septembre, prévoit d'injecter 35 milliards d'euros dans l'industrie française entre 2026 et 2030. Alors j'entendais ce matin un ancien ministre de l'Industrie et du redressement productif, Arnaud Montebourg, dire sur France Culture que c'était bien, mais que c'était pas assez. Il n'a pas forcément complètement tort, puisque lui alignait un chiffre pour la vraie réindustrialisation de la France, qu'il appelle de ses voeux, de 50 milliards par an. Donc c'est sûr que 50 milliards par an, c'est pas à la portée de la BPI. La BPI est plutôt, comme vous pouvez le voir, donc 35 milliards sur les années 26-30, sur entre 5 et 7 milliards d'euros par an. Les axes stratégiques majeurs du plan de réindustrialisation de BPI France sont les suivants. Le premier, c'est que l'industrie est un monde schumpeterien, donc qui se renouvelle constamment. Il y a des entreprises qui ferment, il y a des entreprises qui ouvrent, il y a des usines qui ferment, il y a des usines qui se montent, des sites qui connaissent une transition et qui sont repris. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Ça bouge tout le temps, en réalité. Et donc, quand on compare le portefeuille industriel de la BPI de 2025 au portefeuille industriel de la BPI de 2013, sur les fonds baptismaux, il y a maintenant 13 ans, ça n'est pas du tout le même. L'industrie française a déjà changé, et elle a beaucoup changé. Et elle va continuer de beaucoup changer. Donc il faut s'habituer à cette dynamique-là. Il y a quelque chose qui est extraordinairement plastique dans l'industrie, en fait. L'industrie, on pense toujours que puisque c'est industriel, c'est stable, définitif dans la durée. En fait, c'est un imaginaire qui ne correspond pas à la réalité. L'industrie bouge tout le temps. Alors, dans ce contexte-là, les plans, ou j'ai envie de vous dire les chapitres du plan de la BPI qui sont importants, je pense en visibilité pour vous, sont les suivants. Le premier, c'est le plan start-up industriel. Start-up industriel, c'est quoi? Ce sont les chercheurs entrepreneurs
qui sortent des universités françaises, scientifiques, qui ont découvert quelque chose de l'ordre des technologies fondamentales. On appelait ça les hautes technologies dans les années 70. Maintenant, c'est l'anglicisme deep tech qui s'est imposé. Et qui veulent poursuivre en fait leur découverte en faisant monter une usine. Ce sont les startups industrielles pour lesquelles nous avons lancé un plan en janvier 2023. À l'époque, c'était Agnès Pannier-Runacher encore, de mémoire. Et parmi les startups industrielles que vous pouvez avoir en visibilité, vous en avez une qui est précisément celle où nous avons lancé ce plan, qui est l'entreprise Exotech, qui est dans le nord de la France. Je ne sais pas s'il y a des représentants... voilà, donc vous êtes présente. Et donc Exotech, c'est le type même de la start-up industrielle. C'est-à-dire ce sont des ingénieurs qui, à peine sortis d'école, ont eu l'idée de monter une entreprise qui révolutionne la logistique des entrepôts, avec énormément d'intelligence artificielle et de digitale, mais quand même des machines physiques qui sont fabriquées dans nos ateliers, avec des nouveaux locaux qui ont été inaugurés récemment, absolument magnifiques, du côté de Roubaix. Ça, c'est une start-up industrielle. Bon, des start-up industrielles comme ça, il y en a financées toutes par la BPI et par France 2030 au titre des appels à projets Première Usine, hein, des dizaines qui sortent de terre tous les mois, tout le temps. Bon, voilà. Donc on mesure par conséquent la croissance du portefeuille de nouvelles usines engendrées par ces startups deep tech depuis le lancement du plan de 2023 et très précisément au premier semestre 2025, nous sommes en croissance de 15% par rapport au premier semestre 2024, qui était lui-même en croissance de 20% par rapport au premier trimestre 2023. Donc il y a tout un nouveau tissu de startups de cette nature-là. C'est très risqué. Et donc, certaines réussissent, Exotech, et on se bat pour elles, y compris en allant voir nous-mêmes les grands clients industriels français pour les convaincre de prendre Exotech pour leurs entrepôts. Hein. Mais parfois, ça rate. Parfois, en dépit des capitaux considérables qu'on a mobilisés, ben, ça ne marche pas. Hein, et c'est Insect, dont vous avez vu le redressement judiciaire récent. Hein. Mais une autre entreprise dans les alimentations à base d'insectes, quant à elle, poursuit sa course. C'est Innovafeed, dans laquelle nous sommes aussi actionnaires et que nous avons aussi financé. Voilà. Donc c'est un chemin qui est un long chemin, qui est un chemin de risque que nos anciens ont connu dans les années 60 ou dans les années 30. Tout ne marchait pas du premier coup non plus. Ça, c'est les startups industrielles. Hein. Vous avez ensuite les PME industrielles innovantes. Et souvent à l'occasion d'un renouvellement générationnel, où vous avez le fils ou la fille qui reprend et qui se lance dans une diversification fondée sur de la techno, beaucoup de techno. Hein. Et ça, il y en a énormément. La BPI a lancé son plan PME industrielle innovante en 2024. Hein. Jusqu'ici, quand on finançait l'innovation, c'était soit des entreprises classiquement innovantes, donc des start-up, digital, biotech, soit des start-up industrielles, soit des grandes entreprises au titre de France 2030. Mais on avait un tout petit peu laissé dans l'ombre le renouvellement, là aussi, culturel et plastique de la PME familiale qui se réinvente par la techno. Et depuis fin 2023, début 2024, on a remis le paquet là-dessus et ça produit des effets extrêmement intéressants. Hein. Alors le cas absolument emblématique de la PME industrielle ou de l'ETI industrielle qui se réinvente par la technologie, c'est le groupe Gorgé, hein, qui va vers les technologies des petits réacteurs nucléaires, qui va vers les technologies des drones marins, en rachetant X-Blue, etc. Et juste pour clarifier la vision panoramique de ce qui se passe en France, des gorgés ou des petits gorgés, il y en a beaucoup, en fait, hein, dans les territoires, qui se réinventent par la techno. Et ça, c'est extrêmement prometteur, et on le finance. On le finance par des aides à l'innovation, et ensuite on le finance en finançant leurs acquisitions, et puis, en général, ils procèdent à des investissements dans des extensions. Et ces extensions, on les finance. Alors, c'est plus ou moins facile pour eux. Il y a les sujets environnementaux, vous les connaissez par cœur, qui ralentissent en général la progression de ces entreprises-là. Mais nous sommes en accompagnement de ces entreprises. Voilà. Et puis alors, ensuite, il y a les grands groupes que j'ai cités et dans lesquels nous sommes, et qui ont tous des programmes industriels, plus ou moins développés d'ailleurs sur le territoire français, et qui viennent être accompagnés par les grands dispositifs de France 2030 ou des programmes européens qu'on appelle les IPCEI, quand on est sur des priorités européennes. Voilà. Donc sur les groupes que je vous ai cités,
Bon, Stellantis fait l'actualité avec les annonces de la Commission européenne hier, évidemment. Hein. Et il s'agit bien de protéger les sites de Stellantis en France, et très précisément Mulhouse et Sochaux, pour lesquels la puissance publique est intervenue, Rennes-la-Jeannet, naturellement, et puis plus accessoirement Poissy, qui est de facto devenu un site de service aujourd'hui. Hein. Et puis ensuite, vous avez ST Microelectronics, et Soitec, donc toute la filière du semi-conducteur français, qui connaît un bas de cycle extrêmement long, que honnêtement l'industrie n'avait pas connu depuis très très longtemps. Donc ST n'est pas en difficulté, mais ST traverse ce bas de cycle pour se relancer à partir de la seconde partie de l'exercice 2026. Idem pour Soitec et idem pour toutes les startups industrielles qui tournent autour. Et dans le portefeuille que je vous ai cité, vous avez également par exemple Veralia qui procède à l'électrification de ses fours, qui est fondamentale pour la transition climatique. Et je vais conclure là-dessus. Le revers ou l'autre face, j'ai envie de dire, de la même pièce qui est la pièce de la réindustrialisation française, c'est la réindustrialisation verte par la décarbonation. Hein. Donc sur la décarbonation, l'électrification de l'industrie, les collaborateurs de la BPI ont des objectifs personnels. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de banques où les banquiers de terrain ont comme objectif d'accélérer l'électrification de l'industrie française. Dans un contexte qui n'est pas facile, parce que l'électricité est chère et le gaz n'est pas cher. Hein. Donc, c'est pas évident de convaincre les entrepreneurs. En fait, ça ne marche que si vous faites en même temps un gros programme de frugalité qui baisse vos consommations, et à ce moment-là, vous payez l'électricité. Vous payez votre électricité parce que vous avez fait des économies de flux. Hein. Et c'est ce que nous faisons avec nos diagnostiqueurs, nos consultants que nous envoyons sur le terrain. Le plan climat de la BPI, c'est facile à retenir, c'est le même montant que le plan industrie, 35 milliards. Mais additif, c'est 35 milliards de plus, total 70. Et dans les 35 milliards de plans de décarbonation, il y a énormément consacré à l'industrie. Et il y a parfois des gros grumeaux, comme la subvention que reçoit Veralia pour passer à l'électricité dans certains de ses fours, ou la subvention que reçoit Constellium à Neubrisach pour l'électrification de son usine. Et puis il y a énormément de tout petits soutiens qui sont des prêts verts qui ont été récemment évalués avec des effets multiplicateurs très très importants. Hein. Les prêts verts sont des prêts sans garantie que nous faisons à 7 ans avec 2 ans de différé de remboursement pour des PME qui sont en transition. Voilà. Et donc ils sont assis sur des fonds de garantie qui sont financés par l'historique des programmes 134 du budget de l'État. Hein, les fameux prêts sans garantie de BPI France. Voilà, en un mot, je pense que le temps a déjà passé, 15 minutes. Je vous ai fait le panorama global de tout ce qu'on essaie de faire, mais je vais répondre à vos questions. Merci, monsieur le directeur général, pour ces premiers éléments de discussion. Je vais ouvrir la parole pour les orateurs des groupes. Et puis, je me permettrai, monsieur le directeur général, lorsque vous viendrez à votre conclusion, j'ai été interpellé hier à la lecture de Libération par le papier concernant ST Microelectronics intitulé « Un champion des aides publiques et des promesses non tenues ». Je voulais avoir votre éclairage sur ce papier de Libération hier et que vous puissiez, place qui est la vôtre, nous fournir quelques éléments d'appréciation sur ce sujet. Pour débuter les questions des orateurs des groupes, monsieur Hervé Delepinot pour le groupe Rassemblement National, vous avez la parole, monsieur le député. Merci, monsieur le président. Monsieur le directeur général, nous vous auditionnons dans un moment charnière pour notre économie. La France reste en croissance, mais une croissance faible, autour de 0,8% cette année, selon les dernières prévisions gouvernementales. Le chômage remonte, les fermetures d'entreprises battent des records et le sentiment de déclassement progresse partout dans le pays. Le capital étranger, lui aussi, se fait plus prudent. Selon le baromètre EY 2025, les projets d'implantation étrangers en France ont reculé de 14% en 2024. Les créations d'emplois associés ont chuté de 27%. La France demeure attractive sur le papier, mais l'élan se brise et les projets sont menacés. Dans ce contexte de quasi-stagnation, notre pays a besoin d'investissements de long terme. Il a besoin d'industrie, d'innovation, de capital patient. C'est précisément là que la BPI France occupe une place centrale.
En 2024, vous avez injecté près de 63 milliards d'euros dans l'économie française, en légère baisse par rapport à 2023. Vous avez également lancé le fonds BPI France Défense pour apporter une première solution au manquement de financement de notre BITD, sujet sur lequel nous avions alerté M. Lecornu. Autant nous saluons votre action, autant nous considérons qu'il faut aller beaucoup plus loin. La masse critique nécessaire au financement d'un véritable effort de souveraineté industrielle est loin d'être atteinte. C'est ce que souligne mon rapport sur les investissements étrangers en France, que je vous remettrai à la fin de l'audition, et le rapport sur la désindustrialisation de mon excellent collègue Alexandre Loubet. Ce manque de capitaux favorise la multiplication des tentatives de prise de contrôle d'actifs stratégiques par des puissances étrangères dans la défense, la santé, la recherche, le numérique ou la cybersécurité. Nous en avons encore eu un exemple très récent avec notre fleuron Exaion qui risque de passer sous pavillon américain si le gouvernement refuse de réagir. Nous avons également souligné la nécessité de mieux coordonner l'Agence de participation de l'État, la Caisse des dépôts et BPI France au sein d'un grand fonds souverain français sur le modèle de ce qui existe déjà à l'étranger. Il faut nous doter d'un véhicule d'investissement de plusieurs dizaines, voire centaines de milliards d'euros, garantis par l'État, pour que les Français qui le souhaitent deviennent véritablement actionnaires de la Maison France. La France dispose en effet d'une épargne abondante. Au deuxième trimestre, le taux d'épargne des ménages atteint les 18,9% selon l'INSEE. C'est un niveau record depuis les années 70. Mais cette épargne part trop souvent vers des actifs étrangers ou des placements au rendement inférieur à l'inflation. Un fonds souverain français correctement dimensionné offrirait un soutien clair à la réindustrialisation et l'investissement productif et permettrait de mobiliser sur la base du volontariat une partie de l'épargne des Français au service de nos intérêts stratégiques. La souveraineté économique ne se décrète pas, elle s'organise, se finance et se protège des prédations étrangères. Monsieur le directeur général, êtes-vous favorable à l'émergence d'un fonds souverain français et quel mode de financement de ce dernier recommandez-vous? Merci, monsieur le député. Monsieur le directeur général. Donc je partage avec vous le fait que nous sommes à un moment charnière. Je me suis pas mal exprimé d'ailleurs publiquement sur le sujet. S'agissant de l'industrie, et pas seulement de l'industrie française, l'industrie allemande est très très attaquée. Toutes les industries européennes, j'ai utilisé l'expression de la Pologne à la Bretagne, les PME industrielles européennes sont en risque si on ne prend pas conscience de la gravité de l'offensive chinoise, que nous n'avons pas vu venir en fait. On ne l'a pas vu venir. Quand je dis on, bon, c'est surtout les grands industriels, parce qu'elle a été préparée pendant le Covid. Elle a été préparée pendant ce moment où la Chine était fermée. Et même les grands cabinets de conseil, vous savez, il y en a beaucoup, hein, les Capgemini, les McKinsey, les Bain, bref, qui font profession, au fond, Walix, etc., de prévoir tout ça, ne l'ont pas forcément vu parce que c'était très difficile à voir la construction des surcapacités chinoises dans ces années-là, hein, c'est-à-dire les années 2023-2024. C'était assez opaque. Et par ailleurs, il se trouve que les Chinois construisent tellement vite leurs usines que c'est toute l'industrie européenne qui est prise de court par les surcapacités chimiques, les surcapacités mécaniques, les surcapacités robotiques et bientôt les surcapacités en semi-conducteurs. Voilà. Et tout ça se déverse sur l'Europe, parce que l'Europe est le dernier empire libre-échangiste dans le monde aujourd'hui. D'où la question de savoir comment nous nous protégeons pendant quelques années, le temps de réarmer industriellement. Hein, c'est la position que j'ai prise. Et ça ne concerne pas que l'automobile, loin de là. Hein. Hier, j'étais à l'événement annuel des professions de la chimie, le Chem Day, qui était à la Défense, et nous avons eu ces échanges-là. Merci, monsieur Dufourc. On est arrivé au terme pour les réponses. Je vous remercie. Mais vous pourrez... je continue ma réponse. Vous pourrez compléter à la fin de l'audition, oui, bien évidemment. Comment ? Pour le groupe Ensemble pour la République, madame Sandra Marceau, vous avez la parole, madame la députée. Merci, monsieur le président, monsieur le directeur général. Donc, depuis plus de 10 ans, BPI France occupe une place centrale dans l'accompagnement et le financement de notre économie, avec plus de 500 000 entreprises, des PME aux ETI, en passant par les start-up, avec un accent revendiqué pour l'innovation, la réindustrialisation et la transition écologique.
Donc votre stratégie, vous en avez quand même parlé en introduction, dans une connaissance fine de nos entreprises au cœur des territoires. J'ai pu le constater dans notre région Nouvelle-Aquitaine. Pour 2025-2029 est clairement affiché, donc 40 milliards d'euros annoncés pour l'industrie, 10 milliards pour l'intelligence artificielle, des moyens importants pour la décarbonation et l'export. Et vous défendez l'idée que la transition écologique peut devenir un avantage compétitif et que la réindustrialisation est un levier de souveraineté. Donc face à la concurrence chinoise, on vient d'en parler un petit peu, à la fragmentation des chaînes de valeur et un déficit commercial qui reste préoccupant, comment BPI-France entend-elle accompagner les territoires industriels fragilisés par la conjoncture actuelle? Je pense en particulier à la Charente, mon département d'élection, où la crise touchant l'écosystème du cognac avec le ralentissement des débouchés internationaux fragilise tout un tissu de sous-traitants et d'entreprises locales, avec un point précis du poids financier des stocks de cognac, puisque le cognac est un produit qui se vieillit, donc qui se stocke dans les bilans des entreprises, qui est un vrai problème pour beaucoup d'entreprises, les grosses et les petites. Et c'est plusieurs milliards d'euros. Également, comment BPI-France peut-elle accélérer la réindustrialisation des territoires ruraux et périurbains, où l'accès au financement peut être considéré parfois comme limité, et vous allez peut-être me contredire. Vous avez par ailleurs, alors j'espère ne pas faire un sans-objet par rapport à votre audition au titre du directeur général de BPI-France. Vous avez publié un ouvrage, La dette sociale de la France, mais je vais faire le lien avec ce que je voulais dire. Vous y affirmez que les recettes du budget viennent de l'économie et des entreprises et que la dette sociale est le résultat de choix collectifs plus que d'une fatalité. Si l'on suit ce raisonnement, la manière dont BPI-France oriente ses financements et ses priorités sectorielles devient un enjeu assez direct pour la soutenabilité de notre modèle. Ma question complémentaire est la suivante. Comment articulez-vous dans votre action à la tête de BPI-France dans cet objectif de réindustrialisation territoriale avec ambition que vous défendez, l'ambition que vous défendez dans votre livre de contribuer à une rénovation calme de notre contrat social? Merci. Merci Madame la députée. Merci Madame la députée. Alors, BPI-France finance traditionnellement peu l'industrie du vin et du cognac. Alors, on a été au capital de sous-traitants qui font des tonneaux en Chêne du Limousin à plusieurs reprises. Donc oui, on soutient quelques sous-traitants. En revanche, le financement des stocks du vin, ça vaut également pour le champagne dans la région de Reims. C'est vraiment le sujet d'une autre grande banque qui porte un nom agricole et qui est spécialisée dans cette verticale-là. Les territoires ruraux, il se trouve, Madame la députée, qu'on a publié hier matin, une étude, je pense, qui vous intéressera, que je vais vous faire passer, sur l'industrie dans les territoires ruraux. Une grosse enquête que nous avons faite avec 2500 réponses, qui est absolument passionnante, qui montre plusieurs choses. La première, c'est que les entrepreneurs industriels des territoires ruraux ne se sentent pas victimisés particulièrement. C'est-à-dire qu'ils ont quand même la fierté de leur appartenance rurale, d'une part, et d'autre part, ils ne publient pas, si je puis dire, un discours sur nous serions les oubliés du système. Et le fait est, là aussi, je pense qu'il faut qu'on s'en félicite collectivement, que la France a la chance d'avoir tout de même de très grands réseaux bancaires, hyper capillaires encore dans les territoires. Et je pense à ma région qui est la Bretagne, où je vois Arkea à peu près partout, une autre région très industrielle qui est la Haute-Savoie, Savoie, où il y a quand même un tissu bancaire extraordinaire. Et donc ces PME sont, on va dire, correctement bancarisées. Ce qui est beaucoup plus dur pour elles, c'est évidemment les recrutements. Alors s'agissant de la BPI, 16% j'inverse mon propos. 30% de l'industrie française est dans des territoires ruraux. Et 16% du portefeuille industriel de la BPI est dans les territoires ruraux. Donc la BPI doit aller plus vers ces entreprises-là, avec ses moyens, parce que nous n'avons pas, comme les autres banques, 15 000 collaborateurs dans les territoires. Nous n'avons que 1200. Mais tout de même, j'ai lancé un plan qui s'appelle le plan de conquête, qui est précisément celui que j'ai indiqué en introduction, qui consiste pour nous à passer de 55 à 65% de taux de couverture de l'industrie française par nos collaborateurs et nos produits. Merci, monsieur. Les 10%, c'est le rural. Je n'ai pas pu répondre à vos questions sur la dette sociale, mais je le ferai tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, oui. Merci beaucoup. Mais effectivement, tout est lié. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Pour le groupe La France... Elle s'appelle Territoires ruraux.
Je vous l'envoie. Pour le groupe, oui, sur les envois, je pense que vous pouvez l'envoyer ici au secrétariat de la commission et nous le ferons passer à l'ensemble des membres de la commission. Je pense que ça intéresse tout le monde, effectivement, ici. Pour le groupe La France Insoumise, Madame Aurélie Trouvé, vous avez la parole, Madame la députée. Bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, vous êtes à la tête d'un instrument public majeur, la Banque publique d'investissement. Et la BPI, c'est quoi? Est-ce que c'est une banque comme une autre ou pas? Et finalement, il y a peu de gens qui le savent, mais quand on lit vos documents, on se dit que oui, ça ressemble fort à une banque comme une autre. Votre doctrine, que vous dites schumpeterienne, apparaît largement orientée par des critères de rentabilité. On le voit dans le poids que vous donnez au capital investissement, au capital risque, aux levées de fonds, aux valorisations, quand vous favorisez d'abord des entreprises déjà solides qui pourraient assumer le risque autrement, ou qui n'ont pas besoin de la BPI pour être financées. Aujourd'hui, BPI France intervient largement là où le marché existe déjà. Ce qui peut se comprendre pour une banque classique, mais à quoi sert la BPI si elle est une banque comme les autres? Elle devrait être un instrument de souveraineté économique au service de la planification industrielle. Cette année, il y a eu plus que jamais des fermetures de sites et de plans sociaux par centaines, dans l'industrie notamment. Que faites-vous de la reprise, de la relance, de la reconversion des entreprises industrielles existantes, alors même que les défaillances atteignent un niveau record? Ça ne m'étonne pas que vous citiez Schumpeter, c'est la théorie de la destruction créatrice, mais justement, la destruction n'est plus créatrice. Et dans ce contexte, où sont les objectifs chiffrés, la stratégie, le pilotage pour les PME et les ETI qui disposent encore des outils productifs industriels, de l'acier, de l'automobile, de la chimie ou de la pharmacie? Ces entreprises, quand elles ferment, elles emportent avec elles des compétences irremplaçables, des bassins d'emploi entiers et notre souveraineté industrielle. Le rôle de la BPI, par exemple, n'était-il pas d'éviter la chute de Vancorex, cette grande usine de chimie qui fournissait l'industrie de défense et du nucléaire, sachant qu'il existait un projet de reprise sérieux par les salariés et que vous êtes dans le capital d'Arkema, son principal acheteur? Le rôle de la BPI était-il de se contenter de rentrer à 2 malheureux % du capital d'Opella quand la production en France de médicaments essentiels est menacée? Les maintiens et les reconversions des usines ne sont certes pas très sexy pour les marchés financiers, peu rentables à court terme, peu attractifs pour les investisseurs privés, difficiles à valoriser dans un pitch deck, pour reprendre votre vocabulaire, mais essentiels à l'intérêt général. Alors, je pense pour ma part que le rôle principal de BPI France n'est pas de créer les conditions d'accumulation d'une poignée d'investisseurs géniaux ou de fonds plus ou moins spéculatifs, ni de développer les crypto-monnaies, mais de répondre à des besoins industriels et sociaux dans le temps long, fussent-ils avec des rendements faibles et à court terme. Et ceci, j'ai l'impression, n'est pas un pilier central de votre action. Et ma question donc est simple. Êtes-vous prêt à doter la BPI France d'une stratégie claire, structurée, pilotée, de reprise et de relance des entreprises industrielles existantes? Ou considérez-vous que ce terrain n'est pas le vôtre? Merci. Bon, c'est une vision totalement caricaturale de la BPI, Madame Trouvé. Vous le savez très bien. Je peux comprendre que vous vous exprimiez comme ça, mais je ne vois pas en quoi ça peut aider les gens à comprendre la crise que traverse notre pays. Une industrie, c'est comme la vie. Vous avez des entreprises qui n'ont pas été bien gérées pendant des années, avec des managers vieillissants. Vous avez des entreprises très bien gérées, attaquées par des concurrents étrangers, eux-mêmes subventionnés. Malheureusement, nous n'avons pas protégé ces PME-là. Vous avez des entreprises industrielles qui sont dans des secteurs qui sont hyper prometteurs, encore très en avance technologique sur la concurrence étrangère. Et donc, on ne peut pas tout mettre dans le même sac. La BPI n'a pas été créée, c'était très clair dans les débats du mois de décembre 2012, pour sauver toutes les entreprises qui tombent. Ça n'existe pas. Ou alors, c'est une caisse, c'est plus une banque. Et c'est une caisse à fonds perdus qui coûte aux contribuables. Lequel contribuable, en réalité, ne peut pas demander à la fois d'avoir le modèle social le plus généreux d'Europe et d'être surpris de voir un certain nombre de fermetures d'usines qui ne sont pas compétitives parce que le coût du travail est trop élevé. Vous savez, tout est dans tout dans cette affaire. Donc, Vancorex. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas allés sur Vancorex? C'était d'abord beaucoup trop tard. Il n'est pas vrai de dire qu'Arkema est le principal client. Arkema est un client tout à fait marginal de Vancorex. Mais Vancorex a surtout été tué par les Chinois. Et donc, il fallait protéger Vancorex quand il était encore temps, c'est-à-dire il y a 5, 6, 7 ans, en faisant monter les barrières. Et vous ne pouvez pas me faire le reproche de ne pas être vocal publiquement sur la question de la protection française.
Je dis partout qu'il faut une clause de sauvegarde. Et je dis et les usines de Michelin qui ont fermé, ce sont des usines qui ont fermé parce que les Chinois proposaient les mêmes produits au prix de la matière. Les usines de Michelin n'ont pas été protégées. Donc dans votre camp, vous avez quelqu'un que j'apprécie, qui est François Ruffin. Sur ces questions, il a raison. Il a raison. Bon. Et donc, une fois que c'est fait. On ne va pas mettre du capital dans une boîte qui est abîmée. C'est votre capital, c'est votre argent. Ou alors, vous me demandez de perdre votre argent. Merci, monsieur le directeur général. Pour le groupe socialiste, monsieur Dominique Potier, vous avez la parole, monsieur le député. Merci, monsieur le président. Monsieur Nicolas Dufourcq, vous avez une certaine jouissance, on le voit, à entrer dans la controverse politique. Je vous le dis, parle avec franchise et je crois que vous m'en donnerez crédit. Parfois, je me demande si jamais c'est bien le rôle du patron de la BPI que de rentrer aussi vivement dans le débat politique, aussi clairement. Je pense à votre position sur la taxe Zuckman. Est-ce que votre boulot n'est pas plutôt celui d'un éclaireur qui aide au discernement ? Il y a un sujet de dette sociale pour le pays, de reformuler, et je vous en donne crédit, pacifiquement, un État-providence, un contrat social dans le pays. Mais votre critique aussi violente qui ne prend pas en compte la question de l'injustice fiscale comme un des moteurs des désordres du monde aujourd'hui, de cette logique de la cupidité qui peut aller jusqu'à ruiner l'économie au long cours et les capitaines d'industrie tels que nous les défendons, tout ça me paraît très déséquilibré. Moi, je voudrais vous interroger, cher Nicolas Dufourcq, sur un point précis. L'Europe est en train méthodiquement de démonter le pacte vert. Elle l'a fait hier en votant contre la CSRD et contre la CS3D, qui ne sont plus que l'ombre du projet qu'elle portait. En ce faisant, elle suit les recommandations du rapport Draghi, mais elles ne suivent que cette partie des recommandations du rapport Draghi, qui parlait innovation, financement au long cours, reconquête des marchés intérieurs, etc., etc. Donc elles ne prennent qu'une partie des rapports Draghi, elles le font sous l'influence du Qatar, de Trump et de toutes les puissances étrangères, et elles abandonnent ses valeurs. Ces valeurs n'avaient pas seulement une dimension éthique, elles avaient une dimension de bouclier économique et social. Elles étaient la voie d'un protectionnisme qui n'était pas égoïste et qui n'était pas un vieux souverainisme, mais qui était une capacité de l'Europe à protéger ses actifs stratégiques, à les projeter dans le monde sur des fondements qui étaient ceux universels, des droits humains et du respect de l'environnement. En abandonnant ça, est-ce que nous ne sommes pas en train de périr comme les empires qui nous menacent ? Je vous interroge vraiment à être en vérité en réponse sur ce questionnement qui est le plus important peut-être que connaît la vie politique aujourd'hui et qui se fait dans un silence médiatique que je trouve terrifiant. Merci beaucoup pour cette question. Donc, je réponds d'où je viens, c'est-à-dire la Banque du Climat, BPI France, est actionnaire de Stellantis, au conseil d'administration duquel je suis, actionnaire de Valeo, actionnaire de ST Micro, qui fait 43% de son chiffre d'affaires dans l'automobile. Et donc, je suis bien obligé de reconnaître qu'on a tous eu envie qu'on aille vers l'horizon radieux du 100% électrique en 2035. On l'a vraiment désiré, vraiment, vraiment désiré. Sauf que les citoyens européens ne suivent pas. Ils ne suivent pas. Ou alors, s'ils veulent y aller, ils exigent des bonus écologiques qu'aucun État européen n'a les moyens de financer aujourd'hui. Donc le marché n'est pas là. Le marché n'est pas là et vous verrez, vous avez vu ce que Ford a annoncé, vous verrez ce que Stellantis annoncera le moment venu et d'autres. C'est-à-dire que les gigantesques investissements qu'on a fait dans l'électrique, donc c'est vraiment pour montrer à quel point on a souhaité, désiré, voulu et accompli, vont devoir être revus un peu à la baisse. Il n'y a pas d'acheteurs. C'est quand même un énorme problème. Et on est tous en train de se prendre un peu, passez-moi l'expression triviale, la porte de saloon de nos rêves. Parce qu'on est dans une économie qui est une économie libérale. Donc si les clients ne veulent pas, si les classes moyennes européennes n'achètent pas de véhicules électriques, c'est quand même un énorme problème. Bon, là-dessus, la Chine est arrivée sur le marché avec ses méthodes à elle. Et des entreprises qui avaient été à la fois très largement subventionnées, mais également capables d'innovations radicales remarquables que l'industrie européenne a sous-estimées. Donc, est-ce que l'Europe perd son âme avec ce qui a été annoncé hier ? Je suis moins pessimiste que vous. Je pense que le fait de passer de 100% à 90%, c'est quand même encore ultra exigeant, quoi. Ah, ok. Bon, le devoir de vigilance, moi, ça
Là-dessus, encore une fois, chacun parle de où il est. Moi, mon aquarium, si je puis dire, je suis un poisson, mon aquarium, c'est les entrepreneurs. Et je vous assure, les entrepreneurs, tous 100%, 120% disent, évidemment vous en avez quelques-uns dans la transition, mais disent, par pitié, ne nous rajoutez pas ça. On est déjà tous en train de crouler sur des édifices normatifs qui nous ralentissent. Mais si, il faut les écouter, les entrepreneurs. C'est quand même eux qui sont en risque, c'est eux... On parle de la CSRD, là, hein, et du devoir de vigilance. Allez, on rebondit pas. Allez-y, monsieur Dufour. Non, mais c'est tout, voilà, c'est tout. Donc c'est exactement comme pour la taxe Zuckman. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de la taxe Zuckman ? Je l'ai fait d'ailleurs, je n'avais pas prévu qu'on m'interroge ce jour-là là-dessus, et c'est venu, ma réponse, elle est absolument tripale. C'est qu'à force de vivre avec les entrepreneurs, quand vous connaissez leur vie, les risques qu'ils ont pris, la quantité de charges psychiques qu'ils ont sur le dos par rapport à nous autres, salariés parfois, ben, ça n'a rien à voir. Et donc leur dire, écoutez les gars, à la fin, on vous prendra 2% de votre capital si vous réussissez. Pour moi, patron d'une banque d'entrepreneurs, et donc un peu porte-voix de mes clients aussi, c'est impensable. Merci, monsieur le directeur général. Pour le groupe de la droite républicaine, monsieur Julien Dive, vous avez la parole, monsieur le député. Merci, monsieur le président, monsieur le directeur général. La réindustrialisation de la France constitue, et l'industrialisation de la France constitue un enjeu majeur de souveraineté nationale, d'ailleurs, comme l'agriculture. Une nation qui ne produit pas s'expose, et elle a aussi l'analogie est très forte avec l'agriculture, s'expose à une dépendance stratégique et à un déclassement économique. Dans un contexte de concurrence internationale accrue, des fortes tensions sur les chaînes de valeur, la capacité de la France à produire sur son sol conditionne directement l'emploi, la cohésion territoriale et notre autonomie stratégique. Dans ce contexte, BPI France s'est vu confier un rôle essentiel avec près de 8 milliards d'euros mobilisés entre 2025 et 2029 au titre du plan industrie. Ces moyens sont importants. Pouvez-vous nous préciser les priorités de déploiement de ces financements, les critères qui guideront leur allocation, tant en matière de filière que de territoire ? Par ailleurs, vous avez lancé le fonds BPI France Défense, qui est doté d'une taille cible d'environ un demi-milliard, qui est destiné à soutenir les entreprises du secteur. Cet outil pourrait-il être décliné dans d'autres domaines stratégiques, l'intelligence artificielle par exemple, l'énergie ou les technologies de rupture, dans la perspective à terme de la constitution d'un véritable fonds souverain, ça a été évoqué, national piloté par BPI France. Au-delà des investissements, les industries nous alertent aussi de manière assez forte sur deux freins majeurs à l'investissement productif en France, le poids des normes et le poids de la fiscalité, auxquels s'ajoutent d'ailleurs des contraintes foncières, en particulier liées au dispositif ZAN, qui sont souvent perçues comme des obstacles à tout nouveau projet industriel. Quel est votre avis sur ces enjeux ? Enfin, face aux politiques industrielles offensives des États-Unis, mais aussi de la Chine, de manière très prégnante, quelle stratégie la France doit-elle, selon vous, porter au niveau européen pour protéger et soutenir ces filières stratégiques, comme par exemple l'industrie automobile ? D'ailleurs, ce mardi, l'Union européenne a renoncé à son objectif du tout électrique à l'horizon 2035 au profit d'une approche plus pragmatique qui marque à cet égard une inflexion importante. Il y avait eu des fonds très, très importants qui avaient été d'ailleurs engagés sur le tout électrique et la filière du tout électrique. Dans ce nouveau contexte, comment BPI France entend adapter sa stratégie pour accompagner la filière automobile française ? Envisagez-vous de renforcer le financement et l'investissement pour soutenir le mix technologique réaliste, électrique hybride, thermique de transition, afin de préserver notre base industrielle, l'emploi et la souveraineté de la filière automobile qui représente à peu près 400 000 emplois sur notre territoire ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Merci, monsieur le député. Il se trouve que dans mon introduction, j'avais déjà couvert une partie de votre question, mais donc je vais directement sur BPI France Défense. Marche bien. Effectivement, on a annoncé qu'on souhaitait lever 450 millions d'euros sur plusieurs années. Et là, en 2 mois, on a déjà levé 40 millions d'euros. Donc les Français sont au rendez-vous, avec un ticket moyen qui est de 5 000 euros. Le ticket minimum, il est de 500 euros. Donc vous voyez, le ticket moyen, il est 10 fois le ticket minimum. Et voilà, donc les Français peuvent souscrire sur notre plateforme digitale en direct, avec leur identifiant et leur compte bancaire. C'est extrêmement simple. Et je pense que depuis 2019, puisque c'est en 2019 que nous avons lancé notre stratégie d'accès direct à l'épargne des Français, nous avons beaucoup progressé. C'est la 5e génération maintenant des fonds de BPI France, et on peut tout à fait imaginer ce que vous dites, c'est-à-dire de dupliquer dans les années qui viennent cette idée à d'autres verticales, comme par exemple, en effet, la biotech, l'intelligence artificielle, etc.
Donc voilà, on est content. On est content. Bon, la question de ce que vous appelez le véritable fonds souverain, ça me permet de répondre aussi à la vôtre, hein, cher monsieur. En fait, le fonds souverain français, c'est un tabouret à 3 pieds. La BPI, la Caisse des dépôts et l'APE. Au total, ça fait grosso modo les centaines de milliards d'euros dont on parle là. Quels sont nos problèmes ? Est-ce qu'au fond, notre problème... Bon, c'est sûr que si on faisait une augmentation de capital de la BPI de 10 milliards, j'en serais très satisfait. Je pourrais déployer plus. Et c'est vrai aussi qu'on passe beaucoup de temps à lever des capitaux privés et qu'on met au service des missions d'intérêt général de la BPI. Hein. On enlève maintenant beaucoup auprès des assureurs français, auprès des fonds souverains étrangers, etc. Mais qu'est-ce qui nous manque fondamentalement dans la réinvention de l'industrie sur les nouvelles technologies ? En fait, il nous manque de l'argent privé. Dans la quasi-totalité des cas qui occupent une grosse partie de mon emploi du temps, le problème auquel on est confronté, c'est que la BPI a mis son ticket. C'est significatif. Mais il faut quand même... On ne va pas nationaliser l'économie française. Il faut des contreparties privées qui vont mettre 51, 60%, 70% du capital. Or, sur les nouvelles frontières technologiques, c'est très difficile de trouver de l'argent européen qui accepte de s'investir à risque. L'argent qui s'investit à risque dans le monde aujourd'hui, il est soit chinois, essentiellement public d'ailleurs, soit américain. Le problème auquel on est confronté, c'est le désir des détenteurs de grandes poches de capitaux européens d'investir dans le quantique, la space tech, les micro-réacteurs nucléaires, les nouvelles frontières de la biotechnologie, etc. Merci, monsieur le C'est directeur. ça le problème auquel on est confronté. Merci, monsieur le directeur général. Pour le groupe écologiste et social, monsieur Charles Fournier, vous avez la parole, monsieur le député. Si ça fonctionne. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Vous êtes à la tête du bras armé de la politique industrielle française, la Banque publique d'investissement. Et dans Banque publique d'investissement, il y a public. Et vous avez dit tout à l'heure être le porte-parole des entrepreneurs. Moi, je voudrais vous dire que vous êtes aussi le porte-parole plus largement des entreprises, des territoires et de l'intérêt général. Et que c'est bien la mission. Et donc, votre compassion à l'égard des entrepreneurs, vous devriez avoir la même, je pense, à l'égard des territoires, à l'égard des salariés qui composent les entreprises. Et à ce titre, il y a quelques problèmes de lisibilité de la stratégie qui est la vôtre. Quand, dans le même temps, on met 5 ans à trouver 27 millions d'euros pour sauver la chapelle d'Arblay, qui, je pense, est un projet tout à fait intéressant qui a mobilisé tous les acteurs du territoire, et dans le même temps, on peut mettre 800 millions pour une centrale à biomasse à Gardanne, dont là, par contre, il y a des interrogations à avoir sur la durabilité de ce projet. Quand on soutient Vercors, et je suis pour qu'on soutienne Vercors, mais que de l'autre côté, pour Duralex, on n'est pas capable de mettre plus de 750 000 euros, alors que l'État a épongé chez Pirex 40 millions de dettes, on peut s'interroger sur les choix, la ligne directrice qui est la vôtre. Quid d'une stratégie pour reterritorialiser les maillons des chaînes de valeur des entreprises? Quid de l'engagement concret sur la transition écologique au-delà de la décarbonation? Voilà des questions sur la ligne et la manière dont BPI participe à la stratégie française de réindustrialisation. Mais j'ai des questions à vous poser en tant que président du conseil de surveillance de ST Microélectronique, puisque vous savez que ST a notamment un site à Tours et à Grenoble, et que là-bas avait été annoncé 2,9 milliards d'aides d'investissement à Crolles, avec comme contrepartie, en tout cas énoncé, plus 1000 emplois. Et au final, c'est moins 2000 emplois en France qui ont été annoncés. On ne sait toujours pas où, de quelle manière, départs volontaires, pas volontaires. Quand il y en a 2000, ce n'est pas très volontaire. Et je m'interroge sur le décrochage stratégique de cette entreprise sur un certain nombre de segments. Je pense aux microcontrôleurs, par exemple. Je pense à un certain nombre de techniques liées à l'IA ou à la robotique. Mais surtout, cette entreprise... En 2017, a payé 0 impôt en France. En 2018, 0. En 2019, 500 000 euros. En 2023, 100 000 euros. Par contre, en 2023, elle a touché 487 millions d'euros de subventions publiques. C'est un champion de l'optimisation fiscale. Et l'article de Libération auquel faisait référence le président nous indique comment le montage peut se faire pour avoir cette optimisation fiscale. Vous êtes le représentant des intérêts de la France dans cette entreprise. Vous en êtes le président du conseil de surveillance. Comment peut-on se retrouver dans une telle situation? Et quel est l'avenir des sites de Tours et des sites de Grenoble, si vous avez quelques éclairages à m'apporter là-dessus? Merci, monsieur le député. Merci de poser la question dans des termes aussi clairs, et ma réponse va être également extraordinairement claire. Je trouve
totalement excessif la critique qui est faite à ST Microelectronics, mais totalement, et complètement à côté de la plaque en réalité. Mais complètement à côté de la plaque dans le contexte en particulier de la concurrence mondiale dans le semi-conducteur avec la Chine. On ne peut pas dire à la fois les Chinois sont géniaux, ils subventionnent leurs boîtes, ils font en sorte qu'elles soient puissantes et qu'elles conquièrent le monde, et dès qu'on a un champion national et que la puissance publique lui confie en effet le soin de représenter les intérêts du pays dans la conquête des marchés de semi-conducteurs mondiaux, se plaindre du fait qu'il reçoit des subventions. C'est totalement contradictoire. Donc le secteur du semi-conducteur, il est ultra compétitif, il est ultra capitalistique, il est ultra dangereux. Ultra dangereux. Donc les 2,9 milliards d'euros, d'abord, il y en a une grosse moitié qui n'ont même pas été décaissés puisqu'ils étaient liés à la possibilité de l'implantation d'un acteur américain à Kroll, qui pour l'instant ne vient pas. Donc cet argent n'a pas été décaissé, cet argent n'existe pas. Donc on ne va pas dire qu'il a été reçu, il n'existe pas. L'autre partie sert à permettre à ST Microelectronics d'augmenter ses capacités dans le 300 mm à Kroll. Et c'est ce qu'ils font. Allez voir les travaux. L'usine est en pleine construction, les capacités sont telles que nous allons aller vers 15 000 wafers par semaine de production. C'est un immense succès français, fierté française. Donc c'est bien, cette subvention, c'est bien. Alors pourquoi est-ce qu'ST ne paye pas d'impôts? Mais parce qu'ST a connu tellement de pertes par le passé. Pourquoi des pertes? Parce que précisément, c'était du temps de la téléphonie mobile avec ST Ericsson. Le secteur est ultra dangereux. L'entreprise a failli disparaître à l'époque. Donc elle a accumulé des déficits reportables. Donc moi je veux bien qu'on conteste à ST le droit d'utiliser la législation fiscale française de report des déficits passés. Mais à ce moment-là, il faut changer la loi. Changer la loi, supprimer les déficits reportables en France. Et ça améliorera la compétitivité du site France. Ce sont les déficits reportables français. Par ailleurs, ST fabrique beaucoup à l'étranger, en Italie. Donc c'est en Italie qu'ST paye ses impôts. Et ST fabrique à Singapour, en Malaisie, en Chine. Donc c'est là-bas qu'ST paye ses impôts. Donc l'idée qu'ST soit un géant de l'optimisation fiscale, qui est l'idée défendue par l'article de Libération, je la trouve scandaleuse, je vais vous le dire. Absolument scandaleuse. D'ailleurs, pensez-vous que l'IB m'ait appelé? Pas du tout. Donc c'est de la mauvaise presse. Merci, monsieur le directeur général, et merci de ces précisions et de votre réaction à l'article paru hier. Pour le groupe des démocrates, monsieur Pascal Lecamp, vous avez la parole, monsieur le député. Merci, monsieur le président, monsieur le directeur général. Tout d'abord, merci pour la belle photographie à date de la place de BPI France dans l'économie française que vous avez relatée dans vos propos liminaires. Le groupe Les Démocrates est profondément attaché aux entreprises et à celles et à ceux qui les font vivre au quotidien. Dans un contexte de forte incertitude économique marqué par la montée des taux, les tensions sur la trésorerie et la multiplication des risques, les difficultés s'accumulent pour de nombreuses entreprises, en particulier pour les plus petites. Cette situation oblige collectivement la représentation nationale à s'interroger sur la capacité de nos outils publics à amortir les chocs, préserver l'activité économique et protéger l'emploi. Dans ce cadre, plusieurs situations récentes ont mis en lumière le retrait ou la prudence accrue des banques commerciales, y compris dans des dossiers pourtant viables sur le plan économique. Comment expliquez-vous que les banques françaises n'aient pas suivi, par exemple dans le cas précis de Brandt, alors que toutes les collectivités territoriales s'étaient mis d'accord? Et quel rôle BPI France peut-elle jouer ou pourrait-elle jouer de manière plus réactive pour assurer la continuité de financement des entreprises et éviter des ruptures brutales d'activité ou des destructions d'emplois? Vous savez que quand vous y allez, les banques commerciales suivent en général beaucoup plus facilement. Et je sais à quel point l'industrie française vous tient à cœur. Et l'ouvrage que vous y avez consacré relate parfaitement les causes et les effets des 20 ans de désindustrialisation de la France de 1995 à 2015. Par ailleurs, un autre sujet, vous avez répondu à ma collègue Sandra Marceau tout à l'heure que BPI devait aller plus vers les territoires ruraux. J'entends ça comme une douce musique, étant moi-même un territoire très rural. Le secteur agricole traverse une période charnière, on le voit tous les jours avec ce qui se passe en ce moment, marquée notamment par le renouvellement des générations et des besoins d'investissement importants. 200 000 fermes vont changer de main dans les 5 ans qui viennent. BPI France a-t-elle développé des outils ou des financements spécifiques pour accompagner cette transition et sécuriser l'avenir des exploitations qui nécessitera des capitaux importants, en particulier pour le foncier agricole, sur lequel les banques commerciales sont très frileuses? S'agissant des PME et des TPE, beaucoup d'entre elles expriment des besoins de financement inférieurs à 1 million d'euros. Des petits besoins de financement, et ont le besoin que les outils existants, et ont le sentiment en tout cas, que les outils existants ne sont pas toujours adaptés en deçà d'un seuil critique. C'est les remontées que j'ai sur le terrain.
Quel regard portez-vous sur l'accompagnement actuel de ces entreprises, de ces TPE, et sur les marges d'évolution possibles envers elles? Enfin, pouvez-vous faire un point sur l'état du remboursement à date des prêts garantis par l'État, des fameux PGE? Les taux de défaillance, qui étaient très faibles au début juste après la période Covid, se maintiennent-ils ou se dégradent-ils, et pour quelles raisons principales? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le directeur général. Monsieur le député, pas mal de questions. Donc, Brandt, peut-être. Hein. Donc, Brandt devait être pris par un repreneur, Cédric Meston, après sa cessation de paiement du début du mois de novembre. BPI France n'était absolument pas ni appelé, ni concerné, pas du tout dans le dossier. Et il avait monté son tour de table et ses soutiens bancaires. Et puis, il a renoncé. À partir de là, l'entreprise a improvisé un projet de scope, mais en 10 jours. Et c'est à ce moment-là seulement que BPI France a été appelé. Donc nous avons été appelés littéralement, pas lundi dernier, le lundi d'avant. Donc il y a 15 jours avant le jugement du tribunal de commerce. Donc monter une scope en 15 jours, c'est juste impossible. On a fait la scope de Duralex dont on parlait tout à l'heure, il a fallu des mois pour la monter. Et puis Duralex avait bénéficié de quantité d'aides publiques, notamment les nôtres, auparavant. Brandt, donc nous, on a fait une réunion il y a 10 jours, où on a expliqué la vérité des choses. C'est-à-dire que monter une scope très vite, c'est très difficile. Le dossier, honnêtement, pas facile du tout. Hein. Et la possibilité pour BPI France de venir en garantie de crédit bancaire n'est pas là, puisque Brandt n'est pas une PME. Brandt est un vrai groupe, c'est une grosse ETI. Or, la garantie bancaire de la BPI, c'est comme ça que ça a été bâti, c'est pas moi qui l'ai décidé comme ça, hein. C'est une garantie des PME européennes, au sens européen du terme. Hein. Et donc, nous n'avons pas le droit de garantir des crédits bancaires pour des ETI, nous ne le faisons pas. Les 10 milliards d'euros de garantie que nous faisons chaque année, c'est que des PME. Et Brandt n'est pas une PME, donc on ne pouvait pas le faire. Voilà. On aurait pu mettre du capital, mais investir en capital dans Brandt en quelques jours, alors qu'on ne connaissait pas l'entreprise, c'est pas possible. On aurait pu mettre du prêt direct aussi, mais on ne peut pas faire de prêt direct à une entreprise en redressement. On ne peut pas faire ça. Et donc les conditions d'intervention de BPI France n'étaient pas réunies. C'est pratiquement l'année dernière qu'ils auraient dû nous appeler, qu'on puisse comprendre l'entreprise, essayer de comprendre pourquoi elle était en train de descendre, prévoir le fait qu'elle allait être en cessation de paiement au mois de novembre 2025, etc. Mais il n'en a jamais été question. Nous n'avons jamais été contactés sur Brandt. Merci, monsieur le directeur général. Pour le groupe reste, je te répondrai. Pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires, parole à monsieur David Topiac. J'ai mon micro qui... Ah oui, c'est bon. Merci, monsieur le président, monsieur le directeur général. Je voulais vous interpeller sur 3 points. Le premier, les prêts structurels BPI pour l'agriculture qui ont été mis en œuvre en février 2025 et annoncés lors du Salon de l'agriculture. Ce sont des prêts garantis à 70% par la BPI. Je souhaiterais avoir des informations sur le suivi du déploiement du dispositif. Et vous alertez aussi sur le manque d'efficacité par rapport aux chiffres que j'ai du territoire, que je voudrais confronter avec vos chiffres que vous avez au niveau national. Sur mon département du Gers, notamment, la viticulture est en grande difficulté. On n'arrivera pas à rentrer dans les 2 critères, celui du ratio EBE sur chiffre d'affaires, supérieur à 35%, le critère 2, et celui de la consommation des fonds propres, le critère 3. J'ai travaillé avec le Crédit Agricole sur ce sujet cet été, et il me confirme que 75% des dossiers sont inéligibles. Et sur ces 75%, 77% le sont en raison du critère 3 et 23% en raison du critère 2. Donc, la ministre de l'Agriculture a annoncé le 25 novembre le lancement d'un plan de sortie de crise pour la viticulture et notamment fait partie de ce plan la progression des prêts structurels en 2026 et la modification, la révision des critères ainsi que l'élargissement aux coopératives. Je voudrais savoir si vous avez un retour, comme je l'évoquais, sur le déploiement, l'efficacité de ces prêts, et si vous êtes associé à la réflexion sur ces nouveaux critères indispensables pour rendre le dispositif efficace et accessible aux viticulteurs. Je crois que dans mon département, il y en a 2 qui en ont bénéficié, alors que 50% des viticulteurs sont en très grande difficulté. Autre point intimement lié, je voudrais avoir un retour d'expérience, un bilan sur les PGE, PGE Covid et PGE Résilience.
savoir quels sont les retours sur les remboursements de ces prêts et l'analyse que vous en avez faite. Et je voudrais terminer par un sujet intimement lié à l'industrie et aux véhicules automobiles avec la Gigafactory de batteries ACC dans le nord de la France. Nous savons qu'elle rencontre de grandes difficultés de montée en cadence et avec des problèmes de fiabilité sur les batteries. BPI est intervenu en octroyant une garantie des projets stratégiques de l'ordre de 900 millions d'euros, je crois. Aujourd'hui, ACC fait valoir, comme d'autres usines de ce type en Europe, la nécessité d'abonder avec des fonds supplémentaires, de plus faire face au fonctionnement de l'entreprise avec des cadences trop basses qui ne permettent pas donc de poursuivre l'activité. Est-ce que BPI va reverser au pot commun pour permettre à cette filière des batteries de se pérenniser et continuer à se déployer en Europe? Merci. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup, monsieur le député. Écoutez, sur la viticulture, BPI France n'est pas le bon acteur. Il faut se le dire, c'est vraiment une affaire du Crédit Agricole. En effet, la puissance publique vous a demandé de monter un prêt sans garantie, le petit prêt sans garantie dont vous parlez, qui est donc commercialisé par les banques et qui se retourne vers nous ensuite pour aller chercher la garantie. Le fait est qu'il n'est pas beaucoup commercialisé. Ce qui d'ailleurs ne nous surprend pas parce que depuis 13 ans que je dirige la banque, c'est la 3e fois qu'en fait l'idée vient qu'on va faire un prêt sans garantie et ça n'a jamais vraiment bien marché. Et je ne sais pas vous dire pourquoi, parce que c'est des clients qu'on ne connaît pas. Le PGE, ça me permet de répondre également à la question de Pascal Lebar. Donc le PGE est en fin de vie maintenant. Et j'ai envie de vous dire, tous ceux qui devaient rembourser leur PGE l'ont remboursé. Donc on commence à voir monter maintenant, en effet, la sinistralité sur le PGE, pas de manière massive. On restera au total dans ce qu'on vous a toujours dit, promis, nous et la Banque de France, à savoir qu'on sera sur un taux de défaut qui sera de l'ordre de 5% sur la totalité du PGE, ce qui est quand même un très grand succès d'avoir sauvé l'économie française pour un taux de défaut simplement de 5% sur un prêt garanti de 90%. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut surtout pas sous-estimer la souffrance que ça représente, en effet, pour les toutes petites entreprises, d'aller au bout du remboursement de leur PGE maintenant. On le voit partout, dans le commerce en particulier. C'est pas, ça a été un très très bon remède pour l'économie française, mais c'est quand même de la dette, et toutes ces entreprises ont pu avoir du mal. La cadence sur ACC, vous avez tout à fait raison. Bon, elle progresse. ACC, donc on est sur une industrie qui est ultra complexe, que la France, toute l'Europe d'ailleurs, avait négligé. Donc il a fallu tout réapprendre avec des machines chinoises, au début avec des ingénieurs chinois, qui nous apprenaient à utiliser leurs propres machines. Et puis, petit à petit, donc, les Chinois ont vécu exactement les mêmes problèmes au début. Et donc, ce que nous vivons cette année 2025, c'est ce que les Chinois ont vécu dans leurs usines de batteries en 2021. Et donc, c'est très coûteux. Est-ce que BPI France remettra au pot de ACC en direct? Non, ce n'est pas du tout prévu. Est-ce que d'autres ressources publiques vont venir accompagner ACC? Oui. Mais ce sont des ressources européennes. Merci, dans le cadre du programme Batterie Booster que le commissaire Séjourné a lancé et dont BPI France pourrait être un opérateur. Merci, monsieur le directeur général. Pour le groupe Gauche démocrate et républicain, monsieur Julien Brugerolles, vous avez la parole, monsieur le député. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Vous avez beaucoup parlé d'innovation, mais il y a une forme d'innovation qui est quasiment systématiquement occultée dans vos interventions. C'est ce que je qualifierais d'innovation sociale et de nouveaux modes de gestion de l'entreprise et en particulier de l'économie sociale et solidaire et notamment des SCOP. Je vais revenir sur le cas de Brandt, puisque la semaine dernière, le tribunal des affaires économiques de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise. Je rappelle que c'est le dernier grand fabricant français d'électroménagers et que cette décision est intervenue alors
qu'un projet de reprise en SCOP venait d'être déposé, même si vous dites que c'était extrêmement rapide. Il était soutenu par les collectivités, par l'État, et surtout, il s'agissait de l'unique offre industrielle et sociale crédible et d'une opportunité de maintien des capacités productives, des savoir-faire et des emplois dans la filière électroménager sur nos territoires. Alors, bon, au-delà des débats sur la décision consternante du tribunal qui laisse 700 salariés sur le carreau, la responsabilité du secteur bancaire est accablante dans ce dossier. Aucun établissement bancaire classique n'a accepté d'accompagner financièrement ce projet de reprise, illustrant une nouvelle fois l'inacceptable refus des grandes banques françaises de jouer leur rôle de financement de l'industrie. Je dirais que c'est précisément dans ce type de situation que se pose la question du rôle d'une banque publique d'investissement comme BPI. Lorsque le marché fait défaut, on est en droit d'attendre qu'un outil public puisse intervenir pour soutenir des projets structurants en assumant un horizon de long terme et une rentabilité non immédiate. Le cas de Brandt interroge donc la doctrine d'intervention et les moyens de BPI France. Depuis son origine, BPI France se revendique d'abord comme un acteur de marché, un outil de financement d'innovation technologique et d'accompagnement des start-up, mais cette approche est insuffisante pour répondre aux enjeux de réindustrialisation. À ce titre, les SCOP sont des outils d'innovation économique et sociale. Comme le souligne la Confédération générale des SCOP, ce modèle s'impose de plus en plus comme une solution solide et éprouvée pour des reprises industrielles durables. Ni revendable, ni délocalisable, ce modèle garantit l'ancrage territorial de l'activité et le maintien des savoir-faire. Mais non seulement c'est un secteur économique insuffisamment soutenu, mais il est en plus attaqué, notamment dans le projet de loi de finances pour 2026, avec une très forte baisse des crédits. Dès lors, ma question, monsieur le directeur général, est simple. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez dans l'incapacité d'intervenir, que ce n'était pas possible. Mais BPI France est-elle prête à faire évoluer sa doctrine d'intervention pour soutenir fortement ce type de projet industriel coopératif? Et si ce n'est pas le cas, faut-il envisager une révision de son mandat et de ses dotations? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Donc, vous m'entendez là? Oui, la doctrine d'intervention de la BPI, elle a été votée par le Parlement en 2013. Elle prévoit en effet le financement d'économies sociales et solidaires marchandes. Donc pas, alors, il se trouve par ailleurs qu'on finance un certain nombre d'associations, beaucoup, même 300, qui accompagnent les créateurs d'entreprises en France. On a fait notre grand événement la semaine dernière à Saint-Ouen avec 4500 créateurs d'entreprises, donc c'est formidable. Et les SCOP, donc on finance les SCOP. On est très content de financer les SCOP. On est très content de financer ACOM, par exemple. Absolument, oui. Et on est très content de financer la reprise des entreprises par les salariés. Et il y a de plus en plus de cas de PME qui sont reprises par les salariés. Il y a tout un écosystème maintenant qui est en train de se construire d'avocats, de banquiers qui financent ces projets-là, qui sont des très très beaux projets. Ensuite, on a une discipline du résultat, c'est sûr, et c'est pas aller chercher du 10% de rendement. Si vous regardez les comptes de la BPI, le retour sur fonds propres de la BPI n'a rien à voir avec le retour sur fonds propres des banques privées. Il est si ce n'est de la moitié, il est pratiquement même du tiers. Donc on prend beaucoup plus de risques que tout le monde. Et simplement, quand vous avez un retour sur fonds propres qui est de quelques pourcents, 3-4%, et une création de valeur dans la durée depuis la création de la BPI qui est de 6% par an sur le portefeuille qui nous est confié en gestion, donc c'est votre argent, on peut difficilement prendre plus de risques que ce qu'on fait. Vous savez, donc on a un portefeuille qui est un portefeuille très diversifié, dans lequel parfois on est content d'aller sur effectivement des clients qui sont peu risqués parce qu'ils vont nous permettre de prendre plus de risques à côté. Mais au total, on est une banque qui ne pourrait pas être privée. Si vous regardez les comptes de la BPI, cette banque ne pourrait pas être privée. Voilà. C'est ce que je veux vous dire. Merci, monsieur le directeur général. Merci pour le clin d'œil à cette belle société ACOM, qui est un fleuron de l'industrie manchoise et de l'économie sociale et solidaire, et qui a eu l'honneur de la visite de la ministre Olivia Grégoire, qui fabrique de la fibre optique. J'ai un certain nombre d'intervenants. Je vous liste les intervenants pour vous donner à peu près l'ordre de passage. Monsieur Rivière, madame Lepé, monsieur Pilato, madame Rossi, monsieur Fournier, monsieur Monsieur Ramos, monsieur Delépinaud, madame Grégoire, madame Trouvé, monsieur Belhaddad, monsieur Lecamp, je vais y arriver, et madame Nosbé. Voilà pour l'ensemble des intervenants. Et je cède la parole à monsieur Rivière en 1 minute, s'il vous plaît. Ce ne serait pas long, merci monsieur le Président. Monsieur le directeur de la BPI,
Une question simple, quel est votre avis sur la défiscalisation en Outre-mer? Ok. Écoutez, franchement, parfois, j'ai pas d'avis. J'ai besoin d'en parler avec vous pour que vous... C'est à vous de faire mon éducation là-dessus. Merci, monsieur le directeur général. Madame Lepay. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, alors que nos chefs d'entreprise sont aujourd'hui prioritairement tournés vers la reprise de leur activité, votre plan climat affiche une ambition nationale massive pour accélérer la transition énergétique des entreprises françaises. C'est une nécessité que nous partageons. Cependant, en Bretagne, terre d'industrie et première région agroalimentaire d'Europe, cette transition représente un défi technique et financier colossal pour nos PME. Elles doivent décarboner leurs usines et leur logistique tout en restant compétitives. Pour elles, l'enjeu n'est pas tant la promesse des milliards annoncés à Paris que la réalité des fonds débloqués sur le terrain et la capacité à mettre en œuvre leurs projets. Nous avons besoin de mesurer l'efficacité réelle de votre action au plus près des territoires. Dès lors, pouvez-vous nous détailler l'atterrissage précis de ce plan en Bretagne sur le dernier exercice? Et quel est le montant effectif des prêts verts accordés à nos entreprises et combien de PME bretonnes avez-vous concrètement accompagnées via des diagnostics de décarbonation? Je vous remercie. Merci, madame la députée. Oui, madame la députée, je vous ferai passer tout ça. Je vous ferai passer tous ces chiffres. Hein. C'est dans le bilan 2025 de la région Bretagne. Mais vous avez raison sur tout ce que vous dites, effectivement. Hein, le défi est considérable. La boîte à outils, je pense que la boîte à outils est plutôt bonne, avec des diagnostics, des accélérateurs, des prêts verts, la garantie verte qui marche très bien, qui nous permet de garantir la Banque française sur les crédits qu'elles font qui sont verts aux PME. Mais je vous envoie les chiffres. Madame Trouvé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur général, donc je ne sais pas qui est le plus caricatural. En tout cas, votre façon de distinguer les bons et les mauvais députés dans mon camp, comme vous dites, je la trouve assez peu appropriée. Et donc, je vous ai interrogé sur le fond. Et je ne suis pas la seule à vous interroger là-dessus. Vous dites que vous voulez protéger les actifs français. Mais fallait-il alors accepter la vente de Veralia à un fonds brésilien ou accepter que Vancorex, et je reviens à Vancorex, parte à son principal concurrent chinois qui est Wanhua. Et je le rappelle, oui, Arkema était un des clients décisifs de Vancorex. Et dans la même façon que Brandt, il y avait un projet de reprise par les salariés en coopérative. Certes, pas construit pendant des mois parce qu'ils ont eu l'information tard aussi pour le faire, les salariés. Mais il y avait ce projet-là. Et avec le soutien de toutes les collectivités locales, quelles que soient les obédiences politiques. Donc j'en reviens à ma question qu'ont posée aussi mes collègues d'autres camps, comme vous dites. Considérez-vous que le travail de la BPI soit ou pas de préserver, de reconvertir l'industrie existante quand elle est nécessaire à la souveraineté industrielle, même quand c'est peu rentable à court terme? Merci, madame Trouvé. Monsieur le directeur général. Donc, telle qu'elle est construite, la BPI, c'est-à-dire une banque, régulée par la Banque centrale européenne, avec les fonds propres dont elle dispose et son protocole d'engagement voté par la représentation parlementaire, BPI ne peut pas financer les entreprises en difficulté. Voilà. BPI ne peut pas financer les entreprises en difficulté. Si elle accorde des subventions... Oui, c'est ce que nous faisons. En effet, tout à fait, monsieur le député. Nous essayons de financer des fonds, nous finançons des fonds de retournement qui, eux, ont le métier. Et en réalité, pour retourner une entreprise, il faut souvent être majoritaire au capital. Hein. Et la BPI, jusqu'à 2025, n'a pas eu l'autorisation d'entrer au capital en majoritaire dans les entreprises. Donc sur Vancorex, honnêtement, nous ne pouvions réellement rien faire. Hein. Et sur Veralia... donc Veralia, c'est une entreprise qui va bien hein, maintenant, très accompagnée par nous. L'actionnaire est un actionnaire, honnêtement, oui, il est brésilien, mais il est ultra respectable. On le connaît depuis très longtemps, on est toujours au capital. Veralia n'a pas d'inquiétude à avoir, franchement. Hein. Veralia est une entreprise qui va bien.
Merci, monsieur le directeur général. Madame Valérie Rossi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur général, 10% du PIB français, plus de 200 000 structures, 2,6 millions de salariés, 14% des emplois privés et plus de 20% dans mon département. Voilà ce que représente l'économie sociale et solidaire. Donc, le mandat initial de la BPI impliquait un investissement significatif dans les entreprises de l'ESS, considéré comme une composante à part entière de la reconquête d'une économie résiliente suite à la crise financière des années 2008-2009. Depuis lors, en dépit du bilan affiché, qui est d'ailleurs en recul par rapport à 2023, nombre d'acteurs déplorent de ne pas compter la BPI parmi leurs investisseurs. Ils mentionnent même une réticence forte quant aux spécificités de leur modèle, notamment coopératif, et de leur gouvernance, qui seraient considérés comme des freins à votre capacité d'action. Votre position d'investisseur public aurait même des conséquences sur l'engagement de certains investisseurs privés. Pouvez-vous indiquer à la représentation nationale ce qu'est concrètement la stratégie d'investissement de la BPI dans les entreprises de l'ESS ? Et j'ajoute, sans les confondre avec des entreprises à impact. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Donc, on fait beaucoup en volume dans le monde de l'ESS, puisque ça représente plus de 10% de nos engagements. C'est quand même significatif. On travaille beaucoup avec les filiales des coopératives. Avec les têtes de pont coopératives, c'est parfois plus difficile, en effet, pour les raisons de gouvernance que vous indiquez. Mais non, il n'y a plus aucune hostilité à travailler avec les... Parce que c'est souvent le cas. Vous avez une ombrelle coopérative qui possède un certain nombre d'entreprises qui elles-mêmes vont être bancarisées. Et on fait ça avec nos partenaires de place. Mais si vous avez des cas particuliers, n'hésitez pas à me les signaler sur le département des Hautes-Alpes. Merci, monsieur le directeur général. Monsieur Fournier. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous n'aurez pas François Ruffin en direct, mais vous aurez sa question. Et je ne sais pas si vous l'apprécierez toujours après sa question. Vous verrez. Monsieur Dufour, permettez-moi de vous interroger sur l'entreprise Insect. Inaugurée en grande pompe en 2021 par 3 ministres, ça devait être un exemple de la start-up nation. 4 ans plus tard, Insect vient d'être placé en liquidation judiciaire. 600 millions d'euros avaient pourtant été levés, dont des fonds publics, notamment de la BPI. Et on aimerait bien savoir combien. C'est la première question. Malgré ces aides massives, 360 emplois sont supprimés et des ouvriers, eux, qui partent sans aucun soutien. Ce fiasco est dû à, selon nos analyses, un surinvestissement dans la R&D sans marché identifié, l'acquisition par Insect de l'entreprise Protifarm annoncée à 14 millions et qui a finalement coûté 42 millions, des retards et des dépassements de budget pour la construction du site de Poulainville. Malgré ces fautes, la BPI a remis au pot. Avez-vous effectué des contrôles au cours de ces investissements? Si oui, qu'avez-vous observé? Comment expliquer votre générosité avec l'argent des contribuables sur un projet aussi chaotique? Monsieur le directeur général. Merci pour la question, parce que elle est formidable, cette question, par rapport aux autres questions qu'on a entendues. C'est-à-dire qu'on nous demande de soutenir, et quand on soutient, on nous explique qu'on est des banquignoles. Donc non, Insect, on y a cru. On a voulu y croire. C'est sûr que des entreprises qui produisent à base d'insectes, il y en a 3 en France, et on les a toutes financées. Il y en a 2 qui sont toujours là et qui sont en train de réussir. Il y en a une qui est tombée. Pourquoi est-ce qu'Insect est tombé alors que les autres ne sont pas tombés? Alors, il y a plein de raisons. D'abord, c'est pas la même mouche. Ça va vous amuser, mais c'est pas le même insecte, qui est beaucoup plus difficile à maîtriser. Et si vous voulez qu'on rentre dans le détail, je vous explique la chose, c'est que quand vous broyez cette mouche-là, elle produit une huile qui a mis par terre toutes les machines. Et ça, c'était pas prévu, puisqu'en fait, c'est une nouvelle industrie. Bon. Deuxièmement, ils ont voulu tout de suite construire une gigafactory. Et ils ont fait cette erreur. Innovafeed y est allé container par container. En voulant aller tout de suite, donc peut-être arrogance ou choix stratégique, pour le coup à la chinoise, gigafactory. Sauf qu'une gigafactory d'insectes, ils n'ont pas su maîtriser. En plus, ils ont voulu faire une gigafactory verticale, une ferme verticale. Innovafeed horizontale. Ils n'ont pas su maîtriser. Et pourtant, ils avaient comme ingénieristes Technip. Donc on a mis tous les moyens. On a tout fait pour sauver cette entreprise. Et je peux vous dire que là, il y a un certain nombre de fonds de capital investissement privé qui sont allés au-delà
au-delà de ce que le privé est capable de faire jusqu'ici. Tellement ils voulaient que ça marche. Et je leur rends hommage parce qu'à la fin des fins, ils ont perdu. Donc on ne peut pas tout réussir dans la réindustrialisation quand on est sur des nouvelles machines, des nouvelles usines, des nouveaux produits, des nouveaux marchés. Nouveaux marchés, c'est que les fabricants d'aliments pour animaux nous ont fait savoir qu'en fait, ils n'achèteraient pas à ce prix-là. Donc il y a plein de raisons. Et fiasco, honnêtement, c'est dur. Merci, monsieur le directeur. On parlait d'huile. Monsieur Richard Ramos. Une première réflexion. Vous avez parlé, évidemment, aujourd'hui de l'entreprise Brandt. Elle est dans mon territoire. Donc, on a bien compris quelque chose. Donc, ma première réflexion, c'est de dire que finalement, vous n'avez pas eu le temps. Et on le prend comme tel. La métropole avait joué le jeu. La région avait joué le jeu. L'État a joué le jeu. Et finalement, c'est la République des juges qui décide de faire tomber l'entreprise. Ça interroge, moi je suis à la commission des affaires économiques, voilà. Et puis je le dis, on était plusieurs ici à avoir appelé au procureur à faire appel, il avait 10 jours pour le faire, pour gagner du temps. Et donc je déplore à la fois que ce soit les juges qui décident aujourd'hui et plus les parlementaires et les collectivités locales. Ma deuxième et ma question qui va être courte, c'est est-ce qu'il faut qu'on réouvre le champ de l'intervention de BPI à nos ETI ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pensons tous ici que nos ETI sont des richesses dans nos territoires. En plus, les ETI sont très souvent des capitaux français avec des entreprises familiales. Est-ce que vous pensez que la représentation nationale doit essayer de faire la possibilité à BPI de rentrer dans nos ETI quand on en aura besoin ? Merci, monsieur le député. Oui, je réponds oui. Tout ce qui peut nous permettre effectivement d'augmenter notre soutien à ces ETI familiales qui sont le sel de la terre, sera bon. La petite bonne nouvelle, peut-être dans ce champ traversé quand même de moments difficiles que je peux vous apporter, c'est que depuis la création de la BPI a contribué à la création, à la gestation de 5000 ETI. C'est pas mal. Et ça, c'est vraiment le résultat du travail des équipes. Merci, monsieur le directeur général. Je cède la parole à monsieur Julien Brugerolles. Oui, merci. Je voulais revenir, tout à l'heure, vous avez abordé le plan climat de la BPI, la question de la décarbonation, de l'électrification. Il y a une avancée importante qui va être sans doute conclusive dans la future stratégie nationale bas carbone, qui est celle de l'intégration de l'empreinte carbone dans nos objectifs et donc de nos émissions importées dans les objectifs que se fixe notre pays en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bien évidemment, ça pose la question stratégique de l'évaluation des secteurs qui concourent le plus aux émissions importées aujourd'hui, industrie par industrie. Donc je voulais avoir votre sentiment par rapport à cette évolution de la SNBC et si la BPI anticipait de revoir y compris ces modes d'intervention secteur par secteur, secteurs les plus émetteurs par secteur les plus émetteurs en matière d'émissions importées. Merci. Donc on est très très mobilisé sur le sujet. Comme je vous disais tout à l'heure, on est au conseil d'administration de pratiquement 1000 entreprises. Et au conseil d'administration, le mandat qui est donné à nos collaborateurs, c'est de pousser l'agenda climatique décarbo. Et alors dans les grandes entreprises cotées, multinationales, il y a des comités climat. Quand il n'y en avait pas, on les a imposés. Et peut-être une information intéressante pour la représentation nationale, c'est que, comme vous le savez, tout ça est devenu hyper technique avec des acronymes dans tous les sens. Et si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas préparé et travaillé vos dossiers avant les conseils d'administration, vous débarquez en réalité. Donc nous avons à la BPI maintenant une équipe de 6 personnes qui désossent totalement les documents des conseils d'administration, des entreprises cotées que j'ai citées tout à l'heure, pour bien préparer notre administrateur à poser la rafale de questions qui va bien au Conseil. Donc ça, je considère que c'est très efficace. Sur la question de l'empreinte carbone importée, en fait, les importations viennent d'où en France? Les importations viennent de Chine et viennent d'Allemagne. Bon, je laisse de côté les carburants et l'énergie. Or, ça reboucle avec le début de notre discussion de ce matin, c'est que la Chine va tellement vite sur son électrification que l'empreinte carbone de ce que nous importons, je ne parle pas de Chine et du textile, l'empreinte carbone globale de ce que nous importons de Chine, c'est beaucoup de machines en fait, est en train de baisser.
Parce que ces machines sont fabriquées électriquement, avec de l'énergie électrique, des batteries. C'est très impressionnant ce qui est en train de se passer. Donc c'est plutôt, on va le prendre tous, à chaque chose malheur est bon, mais notre malheur en commerce extérieur n'est pas finalement si mauvais s'agissant de l'empreinte carbone importée. Merci, monsieur le directeur général. Monsieur Delépinaud. Merci, monsieur le président. Monsieur le directeur général, je prolonge ma question de tout à l'heure, puisque vous avez partiellement répondu sur la nécessité de constituer un fonds souverain d'investissement suffisamment doté. Vous avez rappelé le triptyque, BPI France, APE et Caisse des dépôts, mais nous savons que nous n'avons pas la masse critique en termes de financement. Donc se pose la question, par exemple, du fléchage d'un fonds comme le préfonds retraite, puisque je rappelle que les fonctionnaires pratiquent déjà de la retraite par capitalisation, donc voir s'il y a possibilité de l'orienter vers la constitution de ce fonds. Et deuxième question, vous avez rappelé justement que vous n'êtes pas là pour être la béquille des entreprises en difficulté. Par contre, vous pouvez faire de la prévention de la difficulté des entreprises. Vous avez un maillage territorial avec la Banque de France et les préfets. En fait, déceler les entreprises françaises qui ont besoin de financement pour leur R&D. Et si elles ne l'ont pas, elles vont rentrer dans le cycle des difficultés des entreprises. J'abonde totalement dans le sens de ce que vous indiquez, et j'espère ce qu'on fait un peu. C'est effectivement dans le porte-à-porte de masse des PME que nous faisons constamment, nous disons à l'entrepreneur, quelle est ta nouvelle innovation ? Il y en a forcément. Donc ouvrons les tiroirs et regardons ce qu'on peut financer pour préparer l'avenir et éviter en effet les très 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 lentes et invisibles décadences en fait d'entreprises qui sont la plaie de notre tissu. Sur préfonds, en fait, la question que vous posez, c'est celle des fonds de pension par capitalisation. Donc le sujet de la capitalisation, qui n'est pas le sujet de ce matin, est quand même un sujet fondamental. C'est avant d'être un sujet pour les retraites, parce que ça ne sera une solution à notre problème de retraite, à supposer qu'on commence aujourd'hui que dans 25 à 30 ans, le temps de constituer les fonds. C'est d'abord un sujet, comme vous le dites, de souveraineté et de constitution d'un instrument de financement de notre économie. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument commencer de le faire, sans dire aux Français que ça va résoudre leurs problèmes de retraite à court terme, parce que ça n'est pas le cas. Ça le résoudra dans 30 ans. Malheureusement, si on avait commencé il y a 30 ans, on n'en serait pas là, comme tous les autres pays. Mais en attendant, ça permet de constituer effectivement des poches qui vont pouvoir être investies dans des fonds qui eux-mêmes vont ruisseler ensuite dans les territoires. Ça, c'est clair. Et c'est le modèle, en fait, c'est le modèle de pas mal d'autres pays. Hein. Voilà. Merci, monsieur le directeur général. Beaucoup. Madame Grégoire. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur Dufourcq. Moi, je voudrais saluer 2-3 programmes, et notamment l'engagement de vos équipes sur les accélérateurs, sur Cap Créa, mais aussi sur le plan quartier 2030. Comme on n'a qu'une minute et maintenant plus que 40 secondes, je suis preneuse d'une actualisation du plan quartier 2030, compte tenu de l'engagement de vos équipes sur ce sujet. Vous avez aussi lancé, à juste titre, un plan croissance-transmission assez récemment. Si vous aviez le temps de nous en parler un peu et savoir comment il se déploie, puisque la transmission et la reprise est un des sujets fondamentaux des années à venir. Et la dernière chose, vous avez dit, à juste titre, combien vous étiez engagé sur la protection de l'industrie française. Vous avez parlé de clauses de sauvegarde au-delà de vos prises de parole publiques. Pensez-vous, monsieur Dufourcq, qu'il est temps de mettre en place aussi des clauses de sauvegarde sur le textile et l'habillement face à l'agressivité folle des acteurs de l'ultra-fast fashion? Merci, madame la ministre. Merci beaucoup, madame la députée. Alors, donc, merci pour votre commentaire sur les accélérateurs. Les accélérateurs, c'est les écoles de la BPI pour entrepreneurs. On fait rentrer 900 entrepreneurs dans nos écoles tous les ans. Le taux de satisfaction est de 98%. C'est vraiment une des sauces secrètes de ce qu'on fait maintenant. Hein. On en parlait hier avec la ministre de la Transition
climatique et énergétique. Les accélérateurs sont thématiques, c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. Cap Créa marche très très bien aussi. Donc l'événement de la semaine dernière était un grand moment d'optimisme pour la France quand on voit tous ces entrepreneurs des quartiers. Hein. C'est un événement où il y avait 11 000 inscrits et 4 500 présents. Et quand on l'a fait l'année dernière, il y avait moitié moins de monde. L'année d'avant, il n'y avait personne. Et donc, il faut voir quand même l'énergie qui sort de ces quartiers, qui est juste incroyable, absolument incroyable. Et le plan quartier, donc, il se déploie, en dépit du fait qu'il a été débudgétisé par l'État. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, la Banque publique d'investissement, ça répond aussi à certaines des remarques qui étaient faites tout à l'heure, prend sur ses fonds propres pour pallier la baisse des crédits du programme 134. Et deuxièmement, la Caisse des dépôts vient au secours du programme. Donc la Caisse des dépôts et consignations remplace pour une part significative le manquement de l'État. Hein. Donc ça nous fait un programme qui nous permet quand même bien d'avancer. Il est beaucoup moins généreux que prévu. On avait prévu 450 millions sur quelques années. On est maintenant sur 250 millions. Mais c'est quand même quelque chose qui nous permet d'avancer. La transmission, elle est essentiellement financée par la BPI, par la garantie. Hein, puisque quand vous voyez dans une rue un boucher remplacé par un boucher, il y a une transmission. Elle est financée par la BPI en quasi-totalité, toujours. Hein. Et la clause de sauvegarde, en effet, Olivier Grégoire a tout à fait raison, implicitement dans sa question, de dire que est-ce que le sujet c'est de taxer les colis, donc la logistique, ou est-ce que c'est pas de taxer le produit qui est dedans ? Et vous avez parfaitement raison, le sujet c'est de taxer les produits qui sont dedans. Monsieur René Pilato. J'ai pas le micro. Ah si, pardon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général du FORC. Le Haut Commissariat à la stratégie et au plan est un organisme de planification et de réflexion prospective sur les grands enjeux démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, technologiques et culturels. 2 questions. Quel est le rythme des échanges entre la Banque publique d'investissement et le Haut Commissaire à la stratégie et au plan, M. Clément Beaune ? Pouvez-vous nous faire part des 3 axes prioritaires sur lesquels vous travaillez, ainsi que de leur cohérence en ce qui concerne l'aménagement du territoire, et ce, afin d'éviter les déserts industriels, mais surtout afin de garantir notre souveraineté. Je vous remercie. Oui, monsieur le député, donc j'étais la semaine dernière au commissariat. Donc j'étais auditionné par Jean-Luc Tavernier et par Xavier Rago sur un travail qu'ils sont en train de conduire avec une commission dans laquelle on trouve également Gilles Berset, le patron du Conseil d'orientation des retraites, sur la réindustrialisation, hein, et les obstacles à la réindustrialisation. Mais les obstacles, on va dire, systémiques, hein, de ce qui fait notre système sociopolitique, en fait. Hein. Voilà, c'est une réponse à votre question. Donc on a un vrai dialogue régulier. La BPI a une très belle direction des études. Hein. Et donc cette direction des études est en contact permanent avec la petite équipe, c'est pas une très grosse équipe, hein, mais très efficace, du commissariat du plan. Monsieur Belhaddad. Merci, Monsieur le Président. Merci de m'accueillir dans votre belle commission, Monsieur Dufour, Monsieur le Directeur général. Je souhaitais vous interroger sur votre positionnement, votre doctrine dans un des secteurs stratégiques industriels qui est celui de la sidérurgie, qui est le fondement de la souveraineté industrielle pour beaucoup d'autres secteurs. Je suis le député de la circonscription qui a très mal vécu la liquidation de Novasco à Gondange. Novasco à Gondange qui s'était inscrit très vite dans une industrie sidérurgique décarbonée, et je m'étonnais notamment de l'absence d'action de la BPI pour soutenir ce secteur stratégique et sauver l'acierie. Et sans production d'acier, notre société serait profondément affectée. Ma deuxième question concerne la montée en puissance dans les fonds de retournement pour intervenir directement dans des dossiers difficiles mais stratégiques pour notre économie. Quelle est votre doctrine sur le sujet? Merci.
effectivement, nous sommes peu dans la sidérurgie parce que c'est un secteur de très grandes entreprises. Et donc, soit on est au capital, comme c'est le cas de Constellium, soit on n'y est pas du tout parce qu'on ne va pas faire des prêts à des très grandes entreprises. Elles n'ont pas besoin de nous, elles sont parfaitement bancarisées, ce n'est pas notre mandat. Alors, donc, il y a effectivement votre deuxième question, qui sont les fonds de retournement. Donc on a convaincu l'État de créer une poche, donc c'est dans France 2030, hein, de financement des fonds de retournement. Le sujet, c'est qu'il faut trouver des équipes. Et il n'y en a pas beaucoup parce que c'est extrêmement risqué. En fait, le taux de disparition des fonds de retournement qui finissent par crouler sous l'accumulation des pertes des entreprises dans lesquelles ils ont investi est important. C'est très très risqué le retournement. Hein. Et voilà, donc de mémoire, je pense qu'on finance aujourd'hui une demi-douzaine de fonds de retournement, mais pas tellement plus. Et il n'y a pas beaucoup de candidats pour faire ce métier. Bon, on démarre bien, pour toutes les raisons qui ont été indiquées. C'est que c'est un métier difficile mais indispensable. Et c'est pas du tout un métier de vautour. C'est un métier, mais en même temps, c'est un métier très dur parce que c'est le fonds de retournement qui prend le contrôle de l'entreprise qui va pas bien et qui va imposer les décisions qu'aucune banque ne peut imposer, en particulier de réduction de surface, de réduction d'effectifs, etc. Et donc, il y a peu de gens qui savent faire ça. Il y a peu de gens qui ont envie de faire ça aujourd'hui. Merci, monsieur le directeur général. Monsieur Pascal Lecamp. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, c'est une question qui me tarabuse depuis un certain temps, depuis pratiquement la création de BPI France. Il se trouve que j'étais beaucoup à l'étranger et à un moment donné, avec Yildirim, un milliardaire turc, qui a sauvé CMA-CGM, vous avez pris 6% du capital à l'époque pour sauver une entreprise qui allait couler. On connaît le chemin de CMA-CGM depuis 2012. À l'époque, vous aviez 6%, je crois que maintenant vous êtes à 3% du capital. Mais dans la gestion de vos fonds propres, et pour peut-être participer à d'autres activités ou d'autres investissements, pourquoi il n'y a pas une sortie définitive de BPI France, d'une société finalement qui, sans jeu de mots, est complètement à flot aujourd'hui, et pour peut-être investir dans d'autres dossiers qui auraient besoin de cet argent. Et surtout que 6% du capital de l'époque de CMA-CGM, c'est probablement moins que 3% aujourd'hui de l'évaluation du genre. Oui, très bonne question. En fait, il faudrait que je revérifie très précisément, mais il me semble qu'on n'est plus qu'à 1. On a encore beaucoup baissé. Hein. Donc on a toujours une personne au conseil d'administration, en effet, ce qui nous permet de voir beaucoup de choses, parce que c'est un acteur géopolitique fondamental. Et c'est pas inutile d'apprendre tout ce qu'on apprend au conseil d'administration de CMA-CGM quand on est une grande banque de l'industrie. Hein, voilà. Mais oui, bien sûr, vous avez. Alors, en plus, on n'est pas en capital. Il se trouve qu'on est au conseil, mais on est en obligation. Donc ça nous rapporte de l'intérêt. Hein, voilà. Merci, monsieur le directeur général. Madame Nosbé. Merci, monsieur le président. Monsieur le directeur général, vous répondiez tout à l'heure à ma collègue Aurélie Trouvé sur le cas de Bancorex, qu'il était trop tard pour intervenir et soutenir le projet de Skiquin. Nous regrettons que ce projet n'ait pu se réaliser car il aurait pu éviter la suppression d'emplois. Mais grâce à la persévérance des salariés et l'implication d'un entrepreneur grenoblois et des collectivités territoriales, la plateforme de Pont-de-Clé pourra être sauvée grâce au projet Exalia. Ce projet permettra de relancer le cœur de la chimie grenobloise, qu'est la production de chlore à partir du sel, de la mine de Haute-Rive et de l'électricité décarbonée issue de l'hydroélectricité. Et que ça permettra de préserver la capacité de produire localement et écologiquement des produits stratégiques pour notre industrie et notre souveraineté. Et ce sont également près d'1 million d'emplois industriels et durables qui vont être recréés. Enfin, Excelia reconstruit l'avenir industriel de notre territoire et relance une filière essentielle à la souveraineté économique et à la transition écologique. Donc c'est un véritable projet de sauvetage et de réindustrialisation de la plateforme chimique grenobloise. Monsieur le directeur général, et cette fois-ci, il n'est pas trop tard. La BPI France a accordé des garanties bancaires à Excelia. Pourquoi il n'y a pas eu d'entrée au capital? Je vous remercie. Écoutez, je ne sais pas. Je ne connais pas ce dossier, mais je le saurais si on nous avait demandé
On nous a demandé de rentrer au capital? Bon, je m'engage à vous revenir. Je ne connais pas ce dossier, honnêtement. Voilà, je vous la donnerai. Je vous la donnerai. Peut-être un élément d'optimisme sur notre belle industrie. Le jour où effectivement, la décision terrible pour les 750 salariés de Brandt était publiée par le tribunal, on inaugurait quand même la Gigafactory de batteries de Vercors à Dunkerque, une entreprise extraordinaire. Moi-même, je rencontrais dans mon bureau un entrepreneur qui, en 2025, à lui seul, ouvrait 3 usines dans les secteurs les plus complexes des frontières technologiques, toutes liées plus ou moins au nucléaire. Et donc, le propos liminaire qui était le mien, qui est de dire les choses se renouvellent, il est quand même tout à fait d'actualité. La BPI finance beaucoup de nouvelles activités industrielles en France. Monsieur le directeur général, est-ce que vous souhaitez porter quelques mots de conclusion à notre audition? D'abord, merci beaucoup pour votre intérêt, votre attention. Bien entendu, on peut toujours mieux faire, c'est clair. Je voudrais vous dire que les collaborateurs de la BPI, à 100%, sont convaincus d'être dans une mission d'intérêt général. C'est-à-dire que l'idée qu'on serait une banque classique, j'ai pu entendre même une grande fédération syndicale dire qu'on était le pire des banques privées, est totalement caricatural, absolument faux. Les gens viennent travailler à la BPI parce qu'il y a une mission de service public. Ils se lèvent le matin pour rendre service public, vraiment. Et quand ils nous quittent, ils vont en général vers le secteur privé et ils voient très très bien la différence, je peux vous dire, entre ce que c'est qu'une banque publique et une banque privée ou un fonds d'investissement privé. Voilà. Donc on est vraiment, je voudrais que vous c'est du fond du cœur, que vous l'entendiez, une banque de mission d'intérêt général et qui est fière de l'être. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Dufourcq, d'être venu ce matin devant la Commission des Affaires économiques. Nous sommes à votre disposition et vous pouvez nous transmettre, bien évidemment, égard aux questions que Mme Nosbé a pu vous poser, mais également pour les autres collègues, toutes les informations que vous jugeriez utiles à faire connaître aux parlementaires de cette belle commission. Et j'ai le souvenir, en 2012-2013, d'avoir travaillé sur le projet de loi qui a créé, bien évidemment, la Banque publique d'investissement. Et bien évidemment, c'était une attente très forte des milieux entrepreneuriaux. Et aujourd'hui, l'action qui est la vôtre, nous le voyons bien, est toujours très attendue et très entendue de la part des entreprises de nos territoires. Donc merci pour l'action que vous menez au long cours. Mes chers collègues, nous allons suspendre 1 minute 30, chaussez vos bonnets, nous allons parler d'économie du ski désormais. Merci.